D'ici quelques heures, l'Union Saint-Gilloise va débuter les Playoffs 1 en tête. Leur entraîneur Felice Miazzu est notre invité. En attendant le match un tout petit peu spécial donc cette semaine, en compagnie de Felice. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Autour de cette table, pour vous interroger, notre chef foot à Sudinfo et au soir, Frédéric Larsimon, bonjour. Bonjour. Grégory Baillet, responsable de Rossel Sport. Bonjour. Et Vincent Miller, qui suit l'Union Saint-Gilloise au quotidien pour Le Soir et pour Sud Presse. Alors pour débuter cette émission, Felice, on a demandé à Frédéric Larsimon de se prêter au jeu du portrait. Qui êtes-vous? Attention, et vous aurez évidemment l'opportunité de réagir et de dire que vous êtes d'accord ou pas, d'ailleurs. C'est maintenant qu'on se brouille, Felice. Ça marche. Déjà, dès le début. Ça a été fait à 4h30 du matin. Donc, peut-être une faute d'orthographe, mais tu ne la verras pas. Felice, traduction heureux. Un prénom pas du tout prédestiné dans une famille modeste où chaque franc était coupé en 4. Le bonheur en toutes lettres, le cadet de la famille Miazzu, en a fait un idéal de vie, malgré des circonstances difficiles. Un papa qui descend chaque jour dans la mine, Felice préfère considérer que celui qui est toujours le pilier de sa vie aujourd'hui voyage en apesanteur. Un pull d'un vert improbable et un premier jeans de seconde main acheté au fripe à 5 balles sur le marché. En pleine adolescence, Felice s'en est fait un défilé de mode et décide que ça lui suffit pour arracher son premier baiser à une jeune fille en fleurs. Le charme naturel et la tchatch feront le reste par la suite. Un pied droit de footballeur pas trop adroit et un pied gauche qui ne lui sert qu'à monter dans les tramways urbains du pays de Charleroi, il s'en fout en fait, puisque son avenir d'entraîneur est tout tracé. En tout cas, bien plus que celui de prof de gym, puisque ce fumeur en cachette, oui, on lui a trouvé un petit défaut, Felice, n'a aucune envie de terminer à 60 piges avec le physique de Monsieur Mégot dans la BD du Petit Spirou. Le foot à enseigner, la passion à transmettre, un rectangle à protéger, la géométrie d'une contre-attaque parfaite ou des buts à inscrire dans les arrêts de jeu, ce qui est devenu le fameux Felice Time, qui est une marque déposée, qui lui rapporte beaucoup. C'est donc ce qui le rend heureux. Heureux, avec le trait d'union entre les deux syllabes. Nivelles, le CS brennois, les ballons qui se dégonflent après 20 minutes, les douches infestées de champignons, les matchs sans juge de ligne, les terrains en gazon sans gazon, les fermetures de buvettes à pas d'heure, tout ça c'était juste pour arrondir ses fins de mois. Tubize et le White Star, en revanche, c'était déjà autre chose. Une période vécue avec le nez dans les étoiles. Le professionnalisme, même pas en rêve, lui prédisent les oiseaux de mauvais augure. Et pourtant, bienheureux qui, comme Felice, croit en sa bonne étoile, une première chance à Charleroi, où l'accueil poli d'un enfant du pays s'est transformé en un véritable culte au gré de la renaissance du Sporting. L'histoire ne dit pas si les 100 sous de sa maman ont bien servi à s'acheter des bretelles pour son jeans, mais ce fredonneur de chansons paillardes a surtout et avant tout gagné le respect du milieu comme tacticien. Mais le respect, ça va dans les deux sens, et Genk ne l'a pas eu à son égard. Comme un enfant capricieux, le club bourgeois a cassé son nouveau jouet en quelques semaines. Jamais en panne d'idées, l'Union Saint-Gilloise l'a récupéré aux encombrants et l'a recyclé avec bonheur. Et il est aujourd'hui comme neuf, le Felice. Affilé vers un titre dont il se refuse toujours à prononcer la première lettre, alors qu'en phase classique, son équipe de guerriers de l'impossible a déjà rendu possible ce qui ne l'était pas. Dans 6 matchs, on saura. Dans 6 matchs, il saura. Dans 6 matchs, il dansera peut-être devant cette tribune jaune et bleue qu'il a adoptée comme un vrai petit bruxellois. Lui, le drôle de zèbre, est en passe de devenir un véritable quête. Heureux d'être là où on ne l'attendait pas, heureux de mordre à pleines dents dans la tranche d'une histoire déjà riche quand on parle de l'Union. Heureux d'être heureux, heureux de voir ses joueurs et un public heureux, il est tout à la fois le Felice. Ses parents ne se sont vraiment pas trompés de prénom. D'accord, avec ce portrait dressé par Frédéric Larsimon. Ben oui, si je dois réagir, la première chose c'est que c'est tellement bien dit que j'ai pas tout compris. Mais on a l'habitude quand on lit ces textes. Mais, oui. Mais en tout cas, l'essentiel, oui, je l'ai capté. Effectivement, je pense que en quelques lignes, il a fait voilà le résumé quasiment de ma vie, de la manière dont j'ai grandi, de la manière dont j'ai évolué. Et les quelques périodes, ou en tout cas paramètres qui m'ont peut-être changé, qui m'ont certainement changé, qui ont été un déclic dans ma transformation, je vais dire.
Alors, premier thème de cette émission, Frédéric, on va d'abord évoquer les incidents à Union Berscott et finalement une bonne nouvelle, puisque c'est une saga qui n'en sera certainement pas une, c'est que l'Union et Felice vont donc débuter ces playoffs avec un classement qui est déjà clair, puisque à l'heure où nous enregistrons cette émission mercredi soir, il n'y a pas de recours et a priori, le classement est déjà déterminé. Alors, j'aurais vous demander, Felice, dans un pays où rien n'est facile, où tout est tiré en longueur, où tout va de procédure en procédure, est-ce que vous êtes étonné qu'il y ait déjà un verdict aussi rapide ? Alors, je suis tout d'abord satisfait du verdict. Ça, c'est quelque chose de très important, même si, comme vous l'avez dit et comme vous l'avez phrasé, le Felice Time a été souvent présent dans ma petite carrière et donc il restait quand même 10 minutes à jouer. On était persuadé qu'on allait marquer et gagner ce match. Après, oui, on peut dire étonné de la rapidité de cette décision par rapport aux décisions qui ont été prises dans le passé pour le même événement ou pour d'autres événements, par exemple. Est-ce que vous pouvez dire merci à la Pro League et au nouvel état d'esprit qui préside, c'est-à-dire que on sent vraiment que les nouvelles têtes pensantes ont à cœur de recréer une unité, de penser au produit foot, et on a pas l'impression qu'il y a eu beaucoup d'influence en coulisses pour que justement cette décision ne fasse pas l'objet de recours et que on aille à l'essentiel, c'est-à-dire les playoffs. Eh bien, oui, j'ai envie de dire merci d'une certaine manière, mais pas d'une autre, pour pas qu'on pense qu'on ait été favorisé ou qu'ici je démontre une attitude dans laquelle j'ai été favorisé ou mon club ou mon équipe ont été favorisés. Mais en tout cas, merci d'une autre manière, oui, parce que je pense que c'est de cette manière que les décisions doivent être prises, qu'elles nous soient favorables ou défavorables, pour pas durer, pour pas perdurer dans l'attente et voilà, avancer finalement sans lumière et ne pas savoir ce qui nous attend derrière, ce qui nous attend dans le futur. Et donc, par rapport à ces playoffs, je pense que c'était important, en tout cas dans ce cas de figure-ci, de prendre une décision assez rapide. Ça a été le cas. Et voilà, merci aux instances pour cette manière, en tout cas, de décider. Non pas parce que c'est pour l'Union, non pas pour qu'on pense qu'on a été favorisé, mais en tout cas pour cette manière de décider cette fois-ci. Est-ce que le règlement est le règlement, c'est-à-dire qu'il prévoit un cas de figure où des supporters qui créeraient des incidents pénalisent leur club. Est-ce que ce règlement est bien fichu dans l'absolu, est-ce que vous pensez qu'il va changer un jour parce que justement on est à la merci de clubs qui saboteraient même leur propre équipe? Alors, je ne suis pas un homme de règlement et je pense que c'est pas à moi à devoir analyser les décisions ou pas, les règlements, mais j'ai mon avis. Effectivement, ce genre de situation qu'on a vécu peuvent amener à ce qu'elles soient faites volontairement pour que des résultats ne soient pas acquis ou soient acquis ou qu'il y ait des matchs à rejouer ou des minutes à jouer. Donc il faudra pour l'avenir, je pense, penser juste et penser bien au niveau des prises de décision. C'est-à-dire repenser ou pas? Oui, peut-être repenser pour pas que des situations... Parce qu'au départ, le but, il est quand même légitime, c'est-à-dire lutter contre le hooliganisme et contre les fauteurs de troubles. Mais on se rend compte que finalement, ces fauteurs de troubles utilisent des situations pour s'en prendre à leur direction, pour s'en prendre à leur équipe. Oui. Alors, où retrouver le juste milieu? Mais je pense que la première démarche à effectuer, c'est de sécuriser les entrées de stade et pour que, tout d'abord, le public, les supporters ne puissent pas rentrer avec quel que soit comme objet qui peut nuire à un match de foot ou à une activité sportive. Je pense que ça, c'est la première étape. Alors, oui, effectivement, il y a des mesures qui sont prises au niveau des stewards, au niveau des entrées, au niveau des contrôles, mais on se rend encore bien compte que les supporters rentrent avec des fumigènes, les supporters ont des objets à lancer et que donc il faut, je pense, veiller à ça. Ça, c'est la première étape. Et puis voilà, et éviter, bien évidemment,
toutes ces situations d'hooliganisme, de racisme, de situations comme celles qu'on a vécues, que d'autres clubs ont vécues. Et tout d'abord, je pense que c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. On peut essayer de faire changer les gens, on peut essayer de leur faire comprendre que ce qui doit primer dans le sport, c'est le sport. Si l'envie n'est pas là, si la mentalité n'est pas là, ça devient très difficile. Et peut-être qu'à un moment donné, il va falloir faire des choix de public, des choix de supporters par rapport à des antécédents ou autres. Est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à une situation où finalement, dans certains pays, les supporters de l'équipe visitée sont maîtres de leur stade et il n'y a pas de supporters visiteurs? Ça perdrait un petit peu le charme, mais... Oui, je pense qu'il faudrait éviter à en arriver là, parce que finalement, quand deux équipes se rencontrent, c'est bien d'avoir dans le même stade les deux parties, les deux supporters, et je pense que il doit y avoir un affrontement sur le terrain sportif, et l'idéal c'est d'avoir un affrontement dans les tribunes aussi qui soit sportif, et c'est à ça qu'on doit tendre, et empêcher les supporters adverses de venir voir leur équipe, je pense que c'est un peu dur, parce que ça veut dire qu'ils ne verraient leur équipe qu'une fois tous les 15 jours, et donc je pense que ça, ce serait vraiment ce serait rendre l'image du football négative. Je vais faire une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec l'Union. Je voudrais avoir votre avis sur les supporters de Liverpool qui ont rendu un hommage à Cristiano Ronaldo, qui est endeuillé par le décès de son fils. Est-ce que c'est concevable quand on connaît l'antagonisme, la rivalité entre Liverpool et Manchester United? Est-ce que c'est concevable de voir un jour le Standard rendre hommage à un joueur d'Anderlecht qui est dans la difficulté, ou vice-versa? Moi, je penserai toujours que c'est concevable. Je suis peut-être dans le domaine du rêve, mais je trouve que c'est concevable et que c'est à ça qu'on doit arriver. Pardon. En parlant des supporters de Liverpool, il faut savoir que j'ai vécu une très petite période à Genk, et tout le monde sait que je suis passé par un match de Champions League, enfin quelques matchs, dont un match à Liverpool. Et je pense que je ne me suis jamais senti aussi bien avec des supporters adverses dans mon dos alors que je coachais un match. Pardon. À savoir que ces supporters sont d'un fair play. Ce sont des gentlemen. Ils vous applaudissent quand vous créez une bonne action. Ils vous applaudissent quand vous effectuez un changement. Et ils ne sont pas dans l'arrogance, ils ne sont pas dans la négativité. Et je pense qu'on doit prendre exemple. Et ce qu'ils viennent de faire par rapport à Ronaldo, ça ne m'étonne pas du tout. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi d'éducation? J'ai l'impression que certains clubs, il y a une structure. J'ai l'impression qu'à l'Union Saint-Gilloise, par exemple, c'est impossible de les voir à un moment donné lancer des fumigènes vers des adversaires, etc. Est-ce que c'est possible aussi que les clubs ont aussi un rôle à jouer en termes de sécurité et d'éducation, entre guillemets, de leurs supporters? Oui. Dans les clubs amateurs, etc., il y a eu des campagnes qui ont été lancées, notamment supporters, parents supporters, etc. Ça peut arriver aussi au plus haut niveau, vous ne pensez pas? Oui, je pense que, comme vous dites, il doit y avoir une très bonne structure qui doit être mise en place pour diminuer, pour limiter les risques dans ce genre de situation. Après, pour moi, tout est une question de culture, d'éducation et de milieu et de passé par rapport à la vie d'un club. On sait tous très bien que l'Union a un passé riche, tout d'abord, en titres, même si ça fait très longtemps. Ils ont un passé où il y a quasiment jamais d'événements, que ça soit de racisme ou de hooliganisme qui se sont passés, et donc le club vit dans cette culture-là, le club vit dans cette tradition-là, et le public vit dans cette tradition-là, et ce public est reconnu et veut se faire reconnaître justement pour cet état d'esprit, pour cet esprit familial, et donc les antécédents, le passé, la culture, l'éducation font qu'aujourd'hui
certains supporters ou certains clubs gardent cet état d'esprit parfois négatif et que d'autres ont un état d'esprit et une attitude constamment positive. Maintenant, effectivement, les clubs ont la responsabilité, certainement, en partie, de tout faire pour que ce genre de situation négative, en tout cas, ne se produise pas. On a vraiment l'impression qu'en fait, il y a une image qui est scotchée au club. Même dans les médias, quand on dit aïe aïe aïe, c'est Antwerp-Berscott, ça va mal se terminer. C'est des supporters dangereux, Bruges c'est des supporters dangereux, etc. Est-ce que justement on finit pas par créer un peu ce côté, ce club-là forcément a des supporters dangereux. Mais vous savez mieux que moi, vous êtes professionnel et vous êtes dans le domaine depuis toujours, dans la médiatisation, dans les réseaux sociaux, dans tout ce qui est communication extérieure, et vous savez très bien que ce qui est dit sur des réseaux sociaux, dans la presse, et ce qui est répété va être constamment pris pour la bonne formule. Si par exemple aujourd'hui je dis à Monsieur Larsimon qu'il a une chemise rouge alors qu'il a une chemise bleue et que je le mets partout sur les réseaux sociaux, une fois que 1000 personnes auront repris que Monsieur Larsimon a une chemise rouge, la vérité, ça sera qu'il a une chemise rouge. Et donc là aussi, je pense, avec tout le respect et toute l'humilité, que les médias ont un rôle à jouer aussi peut-être dans l'attribution ou dans la perception, dans la préparation d'un match par rapport aux supporters. Et peut-être que certains supporters aiment se voir dire que ce sont des supporters méchants, des supporters qui vont créer un incident, qui sont des hooligans, parce qu'ils se reconnaissent là-dedans, et plus on leur dit, plus on leur répète, et plus les événements se produisent. Alors vous venez d'un club, le Sporting Charleroi, qui a une grande tradition en matière de supporters. Comment est-ce que vous regardez, depuis Charleroi ou depuis Genk, le côté, la critique qui dit que le supporter de l'Union est un supporter bobo? Un supporter de la victoire, de la hype, des circonstances. Alors, les gens qui parlent comme ça des supporters... Je me fais l'avocat du diable, oui, tiens à le préciser. Mais j'essaie de vous répondre, parce que ce sont des questions évidemment difficiles, où il ne faut pas dire n'importe quoi. Et donc, c'est pas évident. C'est pour ça que je les pose. Ben oui, il faut essayer d'y répondre de la meilleure des manières, mais en essayant de maîtriser un peu ce qu'on dit. Des supporters bobos, ceux qui prétendent que les supporters de l'Union sont des supporters bobos, pour moi ce sont des gens jaloux d'un public et de supporters qui représentent vraiment des supporters d'un club de foot et ce qui doit représenter le sport. Le sport avant tout reste un plaisir, reste une passion et doit amener de l'amour et de la connexion entre ceux qui pratiquent l'activité et ceux qui la regardent. Et donc ce qui se passe à l'Union, c'est exactement ça. Il y a une connexion entre la passion de ce que les joueurs ont envie de montrer sur le terrain et la passion de ce que le public a envie de voir. Et donc, il y a une connexion qui s'est créée. Moi, je connais l'Union depuis 2 saisons, donc je parle depuis mes 2 saisons. Il y a une vraie connexion qui s'est créée. Et nos supporters ne sont pas des supporters bobos. Et nos supporters ne sont pas des supporters de la victoire. Parce que nos supporters nous supportent quels que soient les événements pendant un match. Je prends en exemple notre match contre Serein, match aller à la maison, on a été mené 0-2, on avait fait une très mauvaise première mi-temps, on est mené 0-2 à la mi-temps. Les supporters nous ont applaudi, les supporters nous ont soutenus, les supporters ont chanté. Donc les gens qui disent que les vrais supporters ce sont des supporters positifs, ce sont des supporters chantants, ce sont des supporters qui viennent pour s'amuser au stade et pour faire la fête, sont des supporters bobos. Eh bien, ce sont des gens qui sont jaloux, qui ne connaissent pas la vraie identité d'un supporter. On va parler de la deuxième thématique du jour, ça va être quelque chose qui intéresse forcément les supporters, qui va vous ennuyer un peu. On en parle du titre? Ah ben, on peut en parler, après tout va dépendre de ce que je vais vous dire. C'est des playoffs quand même qui sont différents de ceux que vous avez connus à l'époque avec le Sporting de Charleroi. On n'est plus dans un top 6, on est dans un top 4. Donc, moins de possibilités, j'imagine, aussi pour les autres. Oui, ce sont des playoffs tout à fait différents.
où en tout cas, à chaque fois que j'ai eu la chance d'être dans une situation de qualification de play-off, j'ai toujours été dans la situation du chasseur. Aujourd'hui, je suis dans une nouvelle... Enfin, je n'aime pas dire mon groupe, mon club, mon équipe, mes supporters, on est tous dans une situation du chassé. Et donc, la situation est effectivement légèrement différente, puisque sans doute qu'on a un peu plus de respect. Les fusils sont dans le dos. Hein. Pardon ? Les fusils sont dans le dos. Vous êtes du mauvais côté des fusils. Voilà. Et donc, oui, mais en même temps, ça amène peut-être un peu plus de respect. En tout cas, je l'espère. Parce que cette qualification est méritée, elle n'est pas arrivée par hasard en fin de parcours par rapport à des errements d'autres équipes ou par rapport à des défaites d'autres équipes. Je pense que cette position et cette qualification, elle est amplement méritée par rapport à ce qui a été produit toute la saison. Donc il y a certainement un peu plus de respect qu'on recevait en tout cas en début de saison, ou même vers la moitié de saison, parce que je me souviens encore qu'au 20e match, on nous parlait de début de saison. On nous disait, vous êtes en début de saison, vous êtes dans l'élan de la 2e division, vous êtes toujours en début de saison, et est-ce que ça va continuer comme ça ? On était encore au 20e match. Et donc, aujourd'hui, on parle un peu différemment de l'Union, donc on ressent un peu plus de respect, et ça doit nous donner, beaucoup d'ambition et d'envie de réussir quelque chose de bien. On est dans une position de chasser, donc on doit pouvoir accepter, maîtriser cette petite pression. En tout cas, je dis petite parce que si l'Union n'arrive pas au bout, évidemment aujourd'hui on a dans notre coin de tête, c'est pas une catastrophe parce que c'est pas l'objectif ultime du club et de l'équipe par rapport à d'autres. Maintenant, je vais vous dire très honnêtement et très franchement, les 3/4 des personnes qui constituent et l'équipe et le club, on n'a aucune expérience des playoffs 1 en division 1. Et donc nous, en tout cas, c'est les objectifs que je vais me fixer avec mes joueurs. On est là pour apprendre de clubs qui ont, eux, l'expérience, qui ont l'habitude de jouer des titres, qui ont l'habitude de jouer des gros matchs de play-off 1. Et donc, nous, quoi qu'il arrive, on doit prendre de l'expérience, on doit apprendre pour notre futur, et notre évolution. Vous connaissez vos classiques, hein, vous faites très bien le petit pousset. Est-ce qu'à un moment... Si je suis un petit pousset et que mon public est bobo, on s'entendra encore mieux. On dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est un peu ce que vous dites du côté de l'Union. Mais en tout cas, on se dit que rien n'est impossible. Ça, c'est une certitude. On ne fait pas un sport, on fait pas de la compétition de haut niveau pour se dire que c'est impossible. Parce que on doit croire en tout. C'est ce qui nous permet d'évoluer, c'est ce qui nous permet d'acquérir de la maturité, d'avancer, d'avoir des ambitions et de se projeter aussi vers un futur, vers un avenir. L'ambition nous amène peut-être à penser à autre chose, à voir autre chose. Notre classement nous permet peut-être à penser à autre chose et à voir autre chose. Et c'est comme ça qu'on a avancé toute la saison avec des petits objectifs qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un gros objectif, faire le mieux possible dans ces playoffs. Est-ce que ces équipes que vous allez rencontrer ne vous conviennent pas mieux ? Je veux dire, début d'année 2022, vous avez enchaîné les succès face aux grands, et puis ça a été un petit peu plus compliqué face à des équipes réputées plus petites. Là, maintenant, c'est 3 gros à nouveau sur votre route. Est-ce que c'est pas au final mieux pour l'Union ? Honnêtement, j'ai pas envie de parler comme ça parce que en parlant comme ça, je vais donner de la matière à mes adversaires. Et donc, c'est la plus mauvaise des choses que je puisse faire. Et puis, je n'en parle pas parce qu'on ne le pense pas. C'est vrai que notre mois de janvier a été une grosse réussite, mais le moment est différent. L'atmosphère est différente, la médiatisation, tout ce qui va nous entourer, ce sont tous des éléments qu'il faudra aussi tenir compte. La qualité des adversaires est aussi différente au moment où on va les aborder en play-off 1 qu'au moment où on les avait abordés pour différentes raisons, pour la Coupe d'Europe, pour des blessures, pour des sélections différentes de la part de l'un ou l'autre entraîneur, avec des entraîneurs différents aussi. Bruges peut-être, les autres pas, si je me trompe pas. Donc voilà, ce sont tous des éléments différents qui font que on doit démarrer ces playoffs 1 à 0, en ayant peut-être mentalement dans l'esprit qu'on est capable de le faire,
pas peut-être, mais certainement qu'on est capable de le faire parce qu'on l'a fait au mois de janvier, mais en démarrant une compétition différente que celle du mois de janvier où on avait eu la chance de récolter pas mal de points. Et depuis le début de l'année, depuis le début de la saison, on attend toujours le moment où l'Union va s'écrouler, entre guillemets. Ça n'arrive pas. Est-ce que ça pourrait arriver en play-off ? En tout cas, quand je vois la manière dont mes joueurs s'entraînent et la mentalité et la passion qu'ils ont toujours dans ces entraînements et dans nos derniers matchs, parce que dans nos derniers matchs, on a fait quelques matchs nuls, même s'ils sont pas nombreux, et la déception dans leurs yeux, dans leur body language, dans leur attitude. Je pense qu'on a une très grosse envie d'aborder ces playoffs et d'y être de la meilleure des manières. Après, vous dire ce qui va se passer dedans, c'est difficile. C'est très difficile de vous dire aujourd'hui est-ce qu'on risque de s'écrouler. Moi, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas parce que ça fait 2 ans que je connais ce groupe et je sais que ce groupe a de la grosse envie. Et qu'elle aime les gros défis. Elle aime ce que certains pensent impossible. C'est ce qui s'est passé cette saison-ci, tout au long de la saison finalement. Et donc, voilà, maintenant, la vie est l'histoire d'un match et l'histoire d'une succession de matchs. Je peux pas vous la prédire, je peux pas l'analyser. Il peut se passer tellement de choses dans un premier match, dans un deuxième match, des blessés, des suspendus, et jouer en infériorité numérique et prendre des buts. Et à ce moment-là, le mental va en prendre un coup et on va dire l'Union va s'écrouler parce que mentalement, ça va être difficile. Donc, je sais pas. On va aborder ces playoffs de la même manière qu'on a joué toute la saison, avec, excusez-moi l'expression, mais des couilles au cul, avec de l'envie et sans changer notre manière de jouer. Ça, c'est certain. Après, l'histoire du match et des matchs, je sais pas vous la dire aujourd'hui. Même si le regard des adversaires va changer sur l'Union, est-ce que l'Union ne risque pas de changer aussi ? Est-ce que des adversaires qui ont essayé de passer en force vont plus vous abandonner le ballon Oui, mais ça sera à moi en tant que coach de trouver les solutions. Vous attendez à ça ? Est-ce que Bruges Antwerp, Genk Anderlecht que vous aviez joué en 2 semaines pendant le mois de janvier, est-ce que vous les attendez de la même manière ? Pas dans la même composition, mais de la même manière. Moi, je pense que ces clubs-là sont des clubs avec une très grosse identité. Avec des titres, avec de l'expérience et des gros passés, et je pense que ces clubs-là vont pas s'adapter à nous, tout simplement. Je pense que ces clubs-là vont jouer leur jeu parce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils vont jouer dans vos cartes. Ils ont ça assez, vous aimez bien. Mais c'est vous qui dites qu'ils vont jouer dans nos cartes. On verra la manière d'évoluer. Felice Mazou, vous dites que votre groupe a vraiment envie, et dans votre groupe, on a aussi envie évidemment d'inclure votre staff. Alors je vous invite 2 petites secondes à mettre vos écouteurs parce que je pense que votre staff a 1 ou 2 questions à vous poser. Il y a beaucoup de questions qu'on peut poser à toi. Une qui est vraiment là, c'est tu as une super danse après notre victoire. C'est qui votre chorégraphe pour faire ça? Alors Felice, on avait une question importante aussi pour toi. On sait que tu es très minutieux dans ta préparation d'entraînement. Peux-tu expliquer à tout le monde quelle est l'utilité de ton bic à 4 couleurs? 2 questions primordiales évidemment, mais on veut les réponses. Ça peut être si vous dites que vous ne savez pas écrire. Vous coloriez avec ça. Avec le bic à 4 couleurs. Oui, c'est ça. Oui, je colorie et ça me permet aussi d'aller dans différents coins de ma page avec des couleurs différentes et le staff comprendra directement le message. Mais non, c'est parce que j'utilise beaucoup de couleurs dans mes préparations de match et j'aime bien avoir un bic à 4 couleurs et utiliser une équipe dans une couleur, une autre équipe dans une autre couleur, effectuer des courses, etc. Donc il m'embête toujours avec ça. Donc c'est d'où la question. Il y a des bics à 8 couleurs. Il y a des bics à 8 couleurs. On va vous en offrir. Il y a aussi la chorégraphie. C'est vrai que là vous avez inventé quelque chose, hein. Oui, j'ai effectivement inventé une danse. Certains trouvent que c'est pas trop mal, d'autres trouvent que je dois changer de chorégraphe. Moi, tout simplement, je m'exprime sur le moment en fonction de ce que je ressens. J'ai toujours aimé bouger quand j'étais étudiant. J'aimais festoyer aussi. Donc voilà, c'est une manière de m'exprimer, de montrer que je suis content maintenant.
Le chorégraphe, j'en ai pas, puisque ce que je fais, je l'invente. Donc voilà. S'il est champion, il fait un moonwalk sur 100 mètres. Sincèrement, j'ai envie de vous dire, quand j'ai contacté votre staff, l'un des membres, je vais pas citer lequel, il a tout de suite insisté en disant c'est important pour Felice qui est tout ce staff. Pour lui, c'est sa vie, c'est son œuvre. Comme vous le disiez tout à l'heure, non, j'utilise pas le jeu, c'est mon groupe. Et on sent aussi dans le staff qu'il y a cette cohésion, et j'imagine que les joueurs le ressentent. C'est quelque chose d'indispensable pour vous. Oui, c'est ce que vous n'aviez peut-être pas à Genk, en partie. Bah, écoutez, dans l'ensemble du staff. J'ai pas envie de revenir sur la période de Genk parce que maintenant c'est le passé. Mais si je veux reparler d'une connexion de staff, effectivement, moi j'y apporte la plus grande importance. Je vais pas dire j'y apporte une importance, j'y apporte la plus grande importance parce que le groupe de joueurs doit sentir qu'on est unis. Et moi, je dois sentir que le groupe de joueurs est uni. Et c'est pour ça qu'on s'est attaché depuis le début du projet, tout d'abord à avoir de la cohésion dans tous les parties. Ça, c'est une certitude. Mon staff est la chose la plus importante à mes yeux pour réussir un projet, parce que vous ne savez pas réussir quelque chose tout seul. Vous avez surtout besoin de fidélité. Vous avez besoin, bien évidemment, de compétences, ce qui est le cas dans mon staff. Mais vous avez surtout besoin de fidélité. La fidélité, c'est pouvoir être soi-même, pouvoir donner son idée, pouvoir partager ses idées, ne pas être d'accord avec son T1, mais une fois que son T1 a pris une décision, la respecter. Et pour moi, ça, c'est la plus grande des qualités dans un staff, et c'est ce que a évidemment mon staff. Vous m'aviez dit il n'y a pas longtemps que c'était une erreur que vous ne recommettriez plus jamais. C'est de vous faire imposer un staff. Voilà. Effectivement, ça doit être très clair. Aujourd'hui, si un jour je dois bouger, ça sera avec les personnes que j'aurai décidé, parce que j'ai besoin de cette atmosphère et de cet entourage pour m'épanouir et pour bien travailler. Aujourd'hui, si je suis performant à l'Union, c'est aussi grâce à ces personnes qui m'entourent. Vous êtes toujours en attendant le match spécial début des playoffs. L'Union Saint-Gilloise est en tête. Felice Mazzu est notre invité. Autour de la table, Vincent Miller qui suit l'Union au quotidien, Frédéric Larsimon, chef foot pour Sudinfo et le soir, Grégory Bayer, responsable de Rossel Sport. Et le troisième thème de cette émission, Frédéric, c'est l'avenir de Felice Mazzu. Alors qu'il y ait titre ou pas au bout de l'aventure playoff 1, quel avenir pour Felice Mazzu? Vous lui en parlez. C'est pas français ce que je dis, mais on va y aller. À un âge vénérable, parce qu'on a à peu près les mêmes âges, est-ce qu'on commence un petit peu à envisager autre chose que la Belgique, par exemple, puisque vous aviez essayé de partir à l'étranger en son temps, et que finalement c'est Genk qui était venu tirer le gros lot, enfin ce qui pensait être le gros lot, ça n'a pas été le cas. Ils auraient dû assister, mais soit. Est-ce que vous pensez à, entre guillemets, commencer un petit peu à surfer sur la vague un peu hype autour de Felice Mazzu? Écoutez, je connais ce genre de questions par cœur. Oui. Pour ça que je la pose. Parce que je la connais par cœur. Non, mais parce que chaque fin de saison à Charleroi, où évidemment ça fonctionnait plus ou moins bien, j'avais ce genre de questions, et j'y répondais évidemment naïvement, par manque certainement d'expérience ou de fluidité dans ma manière de penser. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous dire que mon ambition aujourd'hui, la seule ambition que j'ai aujourd'hui, c'est de finir le plus haut possible et d'aller le plus loin possible avec l'Union. À un moment donné, si je suis déçu de mon parcours et de l'arrivée, et si le club est déçu du parcours et de l'arrivée, il peut y avoir discussion, bien évidemment. Aujourd'hui, effectivement, et je ne citerai pas lesquelles, j'ai des opportunités, vous vous en doutez, mais je suis très serein par rapport à ça, parce que j'ai envie de bien terminer la saison. Alors l'étranger, pourquoi pas, mais et je vais en parler très honnêtement.
et très ouvertement. Aujourd'hui, il y a l'ambition, mais il y a aussi la famille. J'ai mon papa, comme vous savez, qui est tout seul, qui vient d'avoir 89 ans. Et j'ai pas envie, aujourd'hui, tout de suite comme ça, qu'un jour il lui arrive quelque chose et que je sois pas là. Donc je pense à ça aussi. Et donc ce n'est pas une priorité aujourd'hui de partir à l'étranger. Après, moi je suis ouvert avec mon club. J'attends que mon club me fasse un signal. C'est bien aussi que vous me posiez cette question-là parce que dans le passé, j'y répondais pas de cette manière-là non plus. Aujourd'hui, le club dans lequel je suis, c'est un club que j'apprécie énormément, où je m'épanouis énormément. Mais voilà, j'attends aussi un signal de leur part. Et puis, vous connaissez la question, moi je connaissais la réponse. Et puis il y aura la Coupe d'Europe si vous restez l'année prochaine. Si vous n'êtes pas là, ça devrait faire mal au cœur tout de même de regarder votre ancienne équipe à la télévision. Oui, ça fera certainement mal au cœur si je ne suis pas là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en tout cas dans ma projection. Mais tout doit être bien pensé, bien analysé, parce que voilà, aller en Coupe d'Europe c'est bien, mais y aller avec une équipe moins performante que celle de cette année-ci, c'est pas bien non plus. Donc il faut un peu pouvoir attendre et de voir ce qui va se passer. Vous savez tous comme moi que Ondav sera déjà parti et que d'autres joueurs sont convoités. Et donc on verra un peu tout ce qui se passera à ce moment-là, bien évidemment. Votre décision plutôt dépendra un petit peu de ce qui va se passer au niveau des arrivées, des départs. Si vous n'êtes pas content d'une arrivée ou d'un départ, ça pourrait jouer. Je pense que ma décision ne dépendra pas que de moi. Je suis sous contrat et sous contrat indéterminé. Donc la décision peut dépendre des deux côtés. Un contrat indéterminé, c'est une très bonne arme pour un entraîneur qui a envie de partir. Hein. Oui, j'en suis conscient et ça ne sera pas une arme que j'utiliserai pour mettre de la pression parce que je suis pas de ce style-là. Mais en tout cas, effectivement, c'est une facilité. Mais j'ai envie qu'il se crée encore quelque chose dans ce groupe et j'ai envie qu'il se crée encore quelque chose de mieux entre la direction et moi. Et c'est quelque chose qui vous fait peur, cette fin de saison? Non, pas du tout. Ces départs, on parle peut-être de... Non, je suis très serein parce que j'ai une direction qui travaille très bien. Vous l'avez vu comme moi, ils sont allés chercher des joueurs inconnus qui sont devenus très connus, qui ont performé. Ils ont une manière de travailler qui est peut-être atypique ou qui devient de plus en plus à la mode dans la manière de recruter, dans la recherche des profils. C'est une manière dans laquelle j'émettais certains doutes il y a 2 ans et qui aujourd'hui me permet de dire que c'est une grosse réussite. Et donc à ce niveau-là, je suis assez serein. Et puis je suis serein par rapport à la situation et je suis très serein par rapport à mon avenir parce que j'ai déjà 56 ans et parce que j'ai envie de penser aussi à mon papa, à ma famille et que on verra ce qui se passera et que aujourd'hui il ne peut plus m'arriver grand chose de mal jusqu'au moment où je déciderai de prendre ma pension et que voilà que je suis très serein par rapport à ça, que je ne me mets pas de pression par rapport au futur et par rapport à mes prochains objectifs après l'Union ou avec l'Union. Nouvelle thématique dans cette attente dans le match spécial Felice Mazzu. Alors, avant, avec ou sans Felice, parlons peut-être de l'Union Saint-Gilloise, saison 2, Fred. Mais saison 2, on sait que c'est un groupe qui a été construit à partir de la D1B, où il y a eu quelques petites retouches. On s'attend forcément à des sollicitations aussi, pas à des départs. Est-ce qu'on peut concevoir que l'Union remplace 3, 4, 5 joueurs clés en un coup, là où ça s'est bâti petit à petit? C'est ça le challenge. Oui, effectivement, devoir remplacer 4 ou 5 joueurs, ou 6 joueurs, ou 3, c'est un challenge difficile pour un club comme l'Union, bien évidemment, mais ils seront remplacés. Donc au niveau de la qualité, je n'ai pas peur. Après, il faudra accepter, peut-être qu'il faudra un certain temps pour retrouver du dynamisme, pour retrouver de la cohésion, pour retrouver de la cohérence, parce que c'est pas parce que vous amenez des joueurs avec la même qualité ou des joueurs avec plus de qualité que tout va
tout va se greffer, que tout va fonctionner parce qu'il y a l'attitude, parce qu'il y a le tempérament, il y a le caractère, la manière d'adhérer à un groupe, les cultures. Est-ce que ce seront des joueurs de cultures différentes ou des joueurs de la même culture? Et donc tout ça, ce seront des éléments qu'il faudra tenir compte. Donc le départ de certains joueurs, s'il y en a, oui. L'arrivée d'autres joueurs avec de la qualité, oui. Maintenant, le temps peut-être de devoir bien travailler pour que tout prenne et que la sauce prenne, ça c'est une certitude. Vous aurez votre mot à dire sur les joueurs qui vont arriver? Oui. Vous avez déjà des profils de joueurs que vous suivez ou... On a des profils, bien évidemment, et je ne m'arrêterai qu'au profil, même si je donne bien évidemment des noms. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une manière très efficace de travailler de la part de Monsieur Blum et de la part de Monsieur Mouzio et bien évidemment de Chris Ologun qui est notre directeur technique, qui vont rechercher des profils qui correspondent aussi à ma manière de travailler. Donc les noms, c'est une chose, mais quand votre direction tient compte de la manière dont vous aimez travailler, la recherche dans les profils est importante. Je parle de la mentalité, ça c'est une chose. Je parle de la manière de réagir quand vous jouez moins, de la manière à laquelle le joueur doit s'adapter, du discours qui est tenu par la direction quand un nouveau joueur arrive, comme ceux qui sont arrivés au mois de janvier, qui ont peut-être pas spécialement beaucoup de temps de jeu, parce que j'ai voulu garder une certaine structure, mais aussi parce que les mots étaient très clairs de la part de ma direction, en sachant qu'on préparait tout doucement le futur. Et donc ça, ce sont tous des points importants qui s'ils sont bien captés par les joueurs, nous permettent de rester dans une spirale ou une atmosphère positive. Concernant l'avenir, il y a aussi l'avenir du stade. C'est important, en Coupe d'Europe, vous ne pourrez pas jouer dans votre stade fétiche. Ou est-ce que vous avez déjà une idée de là où vous allez pouvoir jouer et de l'avenir aussi, parce que c'est aussi au niveau sportif, il va falloir sans doute changer d'endroit, quitte à perdre, entre guillemets, l'ADN. C'est un peu, le président du RWDM me parlait de cela récemment, en disant, quand il a recréé le RWDM, il voulait retourner au stade Edmond Maltens. C'est là où le RWDM a vécu et vit. Qu'est-ce qui va se passer à l'Union Saint-Gilloise? Comment... Mais écoutez, c'est sûr que si un stade va être créé, et c'est en tout cas l'objectif du club, puisque il travaille d'arrache-pied à ce mécanisme-là, et vous savez comme moi que les difficultés, ce sont des difficultés par rapport aux instances communales, par rapport aux acceptations de terrain, par rapport etc. Donc le club a évidemment, la direction a la ferme intention de pouvoir avoir un nouveau stade. Or, nous savons tous aussi que notre public est très attaché à ce stade qui est historique, qui est classé, que ça fait partie du patrimoine de Bruxelles et que c'est un élément hyper important sur lequel on doit tenir compte et évidemment qu'on comprend tous les gens qui pensent de cette manière-là. On comprend. Mais vous savez aussi comme moi qu'un stade de foot, qu'une équipe de foot et qu'un club de foot, à un moment donné, si elle veut grandir, elle vit par le partenariat, elle vit par le sponsoring, elle vit par les échanges d'idées, les échanges de partenariats, etc. C'est comme ça qu'on crée et qu'on fait évoluer un stade. Je pense que je suis passé par un des clubs, et pour pas le citer, Charleroi, qui travaille certainement de la meilleure des manières pour faire avancer son stade, pour être en bénéfice constamment et donc j'ai été bien placé pour savoir que c'est une arme hyper importante et eux aussi vont certainement avoir leur nouveau stade bientôt. Quand je dis bientôt, je sais pas s'il y a S ou pas bientôt. Après, voilà, si le club s'est fixé comme objectif de monter en division 1, si le club s'est fixé comme objectif de pouvoir jouer l'Europe à un moment donné, il doit pouvoir se fixer comme objectif, si il est conscient et prêt à perdurer dans son projet et dans le club, c'est de se fixer un nouveau stade pour pouvoir avoir des nouvelles rentrées financières, pour avoir une vision différente, pour avoir une médiatisation différente et pour voilà, attirer tout ce qui doit être attirable par rapport aux sportifs, par rapport aux financiers. Dans le dossier de licence, il y a
normalement un nom de stade qui est annoncé pour jouer la Coupe d'Europe. Vous avez déjà une idée de là où l'Union pourrait jouer l'année prochaine la Coupe d'Europe? Moi, Ça dépendra peut-être de l'Europa League ou de la Ligue des Champions. On n'en parle pas, très honnêtement, on n'en parle pas entre la direction et moi et les joueurs. J'ai lu simplement dans un journal, je ne sais plus lequel, très honnêtement, que si on allait en Europa League, on jouerait à Louvain, et que si on allait en Champions League, on jouerait au Ezel. Je répète ce que j'ai lu, mais je ne sais pas si c'est vrai. C'est un stade où l'Union a joué pendant qu'on était en train d'effectuer quelques réparations. Oui, c'est ça. Oui, ils connaissent le stade, mais plus exactement avec les mêmes joueurs. Hein. Pour changer un petit peu de sujet, donc il y a la folie au niveau sportif, mais il y a aussi toute la folie autour du club, avec notamment un merchandising qui cartonne. Ça vous impressionne tout ce qui se passe actuellement, toute cette vague positive autour? On parle des maillots qui sont en rupture de stock permanente. Il n'y en aura pas assez pour tous les supporters qui voudraient s'en procurer un d'ici à la fin de la saison. Les tickets pour les playoffs 1 sont partis instantanément. Ça va se jouer à guichet fermé les 3 matchs. Ça vous réjouit? Alors, m'impressionner, avec toute humilité bien évidemment, j'ai envie de dire non, parce qu'on a une cellule commerciale qui nous protège un peu de tout ça et qui nous en parle pas spécialement, parce que ça, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais ça ne doit pas influer sur notre comportement, notre manière de s'entraîner, surtout sur notre mental, parce que ce sont des points qui peuvent effectivement rendre un mental trop jouissif, et donc peut-être pas assez performant quand il est trop jouissif. Donc on essaie un peu d'être à l'écart de tout ça, même si on est conscient que ça marche à merveille. Moi, en tant qu'entraîneur, bien évidemment que ça me réjouit parce que le club fonctionne. Le club a des rentrées et il le mérite parce que ils ont beaucoup de sorties pour pouvoir monter d'une division, pour pouvoir jouer les playoffs 1 et pour pouvoir être premier dans un classement. Ils ont dû aussi investir, ils ont dû aussi sortir financièrement, faire des achats, payer des primes, etc. Donc c'est bien qu'ils puissent récupérer, même s'ils ne récupèrent pas énormément, mais qu'ils puissent récupérer d'un autre côté par le merchandising, comme vous dites. Donc merchandising, pardon. Oui, c'est réjouissant. Après, nous, ça doit s'arrêter là, et en espérant que ça continue. Maintenant, effectivement, c'est full, le stade est full. On a des demandes. Moi, j'ai des demandes. Mon staff a des demandes. Les joueurs ont des demandes. On a des grosses difficultés à pouvoir assouvir toutes les demandes, parce que ça nous prend du temps mentalement à devoir y répondre, mais à y répondre négativement. Et donc, c'est bien que vous abordez ce sujet, parce qu'aujourd'hui, voilà, je le dis ouvertement, sachez que c'est impossible qu'on puisse vous aider dans l'achat des places, dans les places, parce qu'il y en a tout simplement plus, et que tout est à guichet fermé. Ce qui était totalement différent il y a 1 an et demi de ça, quand vous avez débuté à l'Union en division 1B, c'était facile d'avoir des tickets, le stade n'était jamais rempli, il était à moitié rempli, peut-être 3000 personnes. Maintenant, depuis quelques mois, c'est impossible d'avoir des places si on s'y prend pas sur le moment même. Effectivement, il y avait un peu moins de monde, puisqu'on découvrait de nouveau, finalement, le Nouvelle Union, mais puis il y a eu aussi toute la situation du Covid qui a fait qu'on a joué souvent dans des stades vides, et que donc on n'a pas été mis en grosse difficulté par rapport à des places à acheter, etc. Mais c'est vrai que là, depuis lors, il y a une énorme évolution, mais même si ça amène quelques petites difficultés, moi je vais jouir en arrivant à chaque match de ces playoffs à la maison et en voyant le stade plein, parce que c'est la fête. Et c'est une ambiance que vous aimez bien, justement, avoir les supporters tout près de vous, derrière vous, les voir en face de vous. C'est une ambiance formidable, même si de temps en temps j'en entends crier un qui me dit fais ce changement-là. Mais sinon, c'est peut-être un très bon conseil. Hein. C'est peut-être un très bon conseil, et donc je le fais. Et si c'est moi, ne le faites pas. Et donc non, oui, c'est bien, c'est vraiment bien, parce que ça amène de la connexion, ça amène de l'envie, et voilà, c'est une très bonne chose pour le club.
Avant d'évoquer votre autre carrière, celle de consultant à la télévision, on revient quelques instants, pas trop long, on va pas la faire longue, mais sur votre autre carrière, celle d'entraîneur au Sporting de Charleroi, quand même 6 ou 7 ans, donc c'est pas rien non plus. Fred, forcément, c'est un passage qui a marqué la carrière de Felice. Oui, qui a aussi marqué l'histoire du Sporting, puisque c'est quand même, comme je le disais dans le petit portrait, c'est une renaissance, un renouveau. Ça a permis un petit peu de resituer Charleroi sur la carte du football belge, notamment en Flandre, on regardait ça un peu de haut et de loin. Ça marque un homme, ça ? Oui, ça marque un homme tout d'abord parce que ça a été évidemment mon premier vrai contrat professionnel dans le monde professionnel, et donc ça marque un homme parce que quand c'est la première fois, que ça soit dans tous les domaines. Attention. Non, je vais rester. Vous allez nous faire pleurer, c'est surtout ça. Non, mais vous vous souvenez tous de votre première fois. Moi, je me souviens que c'était vraiment très agréable. Et donc. C'était avec le pull vert et le jeans. Eh bien, c'était à l'époque du pull vert et du jeans, mais par contre, je les avais retirés à ce moment-là. Et donc oui, la première fois c'était Charleroi, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui a finalement lancé ma carrière, à savoir Mehdi Bayat, qui m'a donné les ficelles, qui m'a appris quelque chose, et puis qu'on a construit quelque chose ensemble. Je n'ai pas été seul dans le détonateur du renouveau du Sporting de Charleroi. J'ai bien évidemment été accompagné de tout mon staff, des joueurs de l'époque, de la direction, certainement de Mehdi Bayat, de Pierre-Yves Hendricks, et aussi d'un public formidable qui m'a aussi soutenu, qui n'a jamais été négatif à mon égard, comme d'autres publics auraient pu l'être. Donc c'est tout un ensemble de personnes, tout un ensemble de choses, et certainement la personne, celle que je retiendrai le plus, évidemment, jusqu'au bout de ma vie, ça sera Mehdi Bayat. Quelle est la différence justement entre le Felice Mazzu du Sporting de Charleroi et le Felice Mazzu qu'on a à côté de nous là, ici? Tout simplement la même que quand vous faites ça pour la première fois et que vous le faites pour la 10e fois. Ça veut dire que vous avez plus d'assurance. On va te censurer ici. Ça va jamais passer cette émission. Vous avez plus d'assurance, vous avez plus de maturité, vous avez appris par essai, par erreur aussi. Vous n'avez pas appris que par les livres. Et quand vous faites quelque chose et que vous le faites par de votre propre instinct, vous faites des erreurs et vous apprenez, et vous faites des bonnes choses et vous apprenez, vous retenez de vos erreurs et de ce qui a bien fonctionné aussi. Donc je suis quelqu'un de différent. Vous apprenez quand vous traversez toute une époque et toute une période comme Charleroi, ou toute une vie, que vous essayez d'être quelqu'un d'autre à un moment donné, et que finalement, en essayant d'être quelqu'un d'autre parce que vous pensez que c'est de cette manière-là que vous allez réussir, vous échouez, et que donc finalement vous devez être vous-même constamment, quel que soit l'endroit, quel que soit le milieu et quels que soient les gens avec lesquels vous parlez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, devant vous, j'aime bien dire que la première fois, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que vous découvrez quelque chose, mais la 10e fois, c'est aussi bien, parce que vous le faites avec les choses que vous avez apprises, avec vos essais et vos erreurs. Et la dernière fois, parce que peut-être que les supporters du Sporting de Charleroi se disent, il a peut-être pas tourné définitivement la porte de la page du Sporting de Charleroi, et peut-être qu'il reviendra en fin de carrière ou dans quelques années au Sporting. C'est possible ou c'est... Effectivement, oui. Parfois, j'y pense de terminer ma carrière comme entraîneur professionnel à Charleroi, et de boucler la boucle. C'est une possibilité, mais cette situation-là ne dépend pas que de moi. Moi, je ne peux qu'y penser. Et espérer, et puis on verra. Je me suis trompé de chronique, et j'aurais dû faire un hommage funéraire là, parce qu'on l'enterre Felice Mazzu. On peut recommencer. Et dans le nouveau stade alors du Sporting de Charleroi. Et éventuellement dans le nouveau stade, oui, mais bon, on est encore très loin de ma fin de carrière. Enfin, je ne sais pas, on verra, mais je l'espère. Fin de carrière comme entraîneur, on ne sait pas. En tout cas, vous avez débuté une nouvelle carrière depuis 3-4 ans, une carrière de consultant à la télévision. On écoute un petit message qui vous est adressé.
Salut Felice, j'espère que tu vas bien. On n'a malheureusement pas eu l'occasion de travailler ensemble pour ces quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Mais bon, tu avais une super excuse, évidemment. Il faut les préparer au mieux, ces Champions Playoff. Mais je tenais d'ores et déjà à te remercier, à te féliciter pour cette saison de Ligue des Champions. Alors, elle est loin d'être finie. Il y a encore les demi-finales et la finale que nous allons partager ensemble. Mais je voulais te remercier pour ta gentillesse, ta simplicité, ton humilité, ton esprit d'équipe. Je pense que s'il fallait définir le profil parfait d'un consultant, bien tu remplis toutes les cases, tu as toutes les qualités, donc reste bien comme tu es. Et je sais que le mot famille est important pour toi, Felice. Eh bien, sache que tu fais vraiment partie de la famille RTL Sport. Et donc nous, on veille sur toi. On a envie de te souhaiter plein de bonnes choses pour l'avenir et surtout prends soin de toi. À très bientôt. Consultant TV, c'est plus qu'un hobby ou c'est un simple hobby ? Non, c'est plus qu'un hobby parce que j'apprends constamment en étant consultant. Ça me permet de faire l'analyse de matchs d'un autre niveau, de matchs de Champions League, de découvrir d'autres choses, de côtoyer l'autre côté du monde du football. Il y a le côté dans lequel je suis constamment, à savoir entraîner, subir les analyses, subir les critiques, subir les avis des autres. Et puis il y a le côté où c'est moi qui j'essaye d'éviter bien évidemment un minimum de critiques, mais en tout cas de pouvoir faire des analyses sereinement face à des matchs d'un autre niveau. Après ça me permet également de rencontrer d'autres personnes et si je peux me permettre, comme c'est Anne qui m'envoie ce message et donc je peux me permettre d'en parler comme ça parce que ma femme est juste à côté ici et c'est vraiment une belle personne, c'est vraiment une très belle personne qui permet de vous épanouir dans son domaine, dans le domaine de l'analyse, qui vous met à l'aise, qui a du contenu, qui a la capacité et ça je lui ai déjà dit, c'est pas parce que on est ici à la radio et que je me permets de le dire parce qu'elle passe là, c'est quelqu'un qui a une analyse extraordinaire, qui a du contenu, qui réussit à enchaîner, qui vous met pas de pression, même si aujourd'hui la pression n'a pas de grande importance pour moi. Et c'est vraiment une belle personne, vraiment, c'est vraiment une belle personne et je lui souhaite le meilleur jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle et pour le reste. Alors c'est Anne Ruet que l'on entendait parce que vous intervenez donc sur Club RTL pour la Ligue des Champions, mais si ma mémoire ne me fait pas de défaut, vous avez débuté votre carrière de consultant en TV, c'était sur Proximus TV, c'est Marc Delire qui était venu vous chercher à l'époque ? Marc Delire, Vincenzo Churro, effectivement, j'ai démarré à cette époque-là. Et je me souviens très bien que ma première analyse n'était pas sur plateau, elle était en direct. En tout cas, j'étais pas une analyse, je commentais un match Moucron Standard. Un match du championnat belge alors que c'était ma première année à Charleroi. Donc c'est une erreur que je ne commettrai plus de commenter un match de championnat dans lequel je coach parce que ça m'avait amené pas mal de critiques et pas mal d'analyses. Ce qui était logique. Ce qui était peut-être logique et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, j'étais encore dans ma période de naïveté où je pensais que ça n'allait pas être traduit, ce que je disais, ça n'allait pas être traduit négativement et ça a été traduit négativement. Et donc j'ai stoppé tout de suite les commentaires de matchs de championnat puisque j'étais à Charleroi. Donc je préfère effectivement faire des analyses de Champions League, d'Europa League, de matchs de Coupe d'Afrique ou de Coupe d'Iran, ou peu importe, mais pas de championnat belge. Ça vous touche, c'est important pour vous de sentir que les gens vous apprécient ou que... Non, mais c'est pas un problème de... Oui, ça c'est un paramètre, mais je pense que tout le monde aime être aimé, certains plus, d'autres moins. Peut-être que je fais partie des gens plus, mais à cette époque-là, j'ai été touché parce que je comprenais pas encore très bien le fonctionnement du monde professionnel. Je venais de débarquer dans le monde professionnel et donc je le comprenais peut-être pas très bien et en toute naïveté, j'ai fait ce que je ressentais. Aujourd'hui, je ressens un peu mieux le monde professionnel et donc il y a beaucoup de choses qui me touchent beaucoup moins. C'est aussi une question de crédibilité, parce que c'est vrai, est-ce qu'un entraîneur qui est en poste et qui commente un match de championnat de Belgique, est-ce que c'est crédible ?
moi, c'est crédible. Maintenant, le monde du foot et le monde professionnel ne le trouvent pas crédible, mais pour moi, c'est crédible. C'est comme si je donnais un avis. Et déontologique ? Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Est-ce qu'on ne peut pas donner un avis avec beaucoup de respect de ce qu'on voit ? Est-ce que, malheureusement, on vit dans une société où on ne peut pas dire ce qu'on voit, on ne peut pas faire ce qu'on a envie parce qu'on on peut vous accuser de régler des comptes avec une équipe. Ça c'est différent. C'est différent. Mais en tout cas, moi je me souviens de l'avoir fait. Il vaut mieux pas mettre un orteil là-dedans. D'une manière très respectueuse et d'avoir simplement analysé ce que j'ai vu, tout simplement, et de manière peut-être assez naïve. Maintenant, effectivement, dans le monde dans lequel on vit, il vaut mieux peut-être pas, comme vous venez de dire. Mettre ne serait-ce qu'un petit orteil le plus petit. Et recommander des matchs, ça vous plaît parce que vous êtes en plateau? Mais j'ai fait ça avec Eleven. J'ai fait ça l'une ou l'autre fois, mais j'ai commenté des matchs en cabine. Et j'ai fait aussi la finale de Coupe d'Angleterre sur place avec Eleven aussi. La Carabao Cup. Carabao Cup, ouais, c'est ça. Un beau souvenir. Très beau souvenir, hein. Ça m'a permis de visiter un peu l'Angleterre, de passer 2 journées là-bas, donc c'est des bons moments. Vous êtes un entraîneur atypique, j'ai juste envie de te poser cette question-là. Vous êtes un peu un entraîneur atypique, j'ai envie de dire, dans le milieu du football belge. Quand on voit, vous êtes là juste, à ce moment-là, vous étiez à côté de Compagnie, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont inaccessible, etc. Vous, quels que soient les résultats, quel que soit ce qui se passe à l'Union, à Charleroi, tout ce que vous avez vécu, vous êtes toujours resté, entre guillemets, disponible, et vous avez toujours donné cette image que l'humain passait toujours avant tout le reste. Et d'ailleurs, si vous êtes rentré dans les médias aussi de cette manière, j'ai l'impression que c'est jamais avec une pensée de dire j'ai envie qu'on ne voit que moi, que je sois devant tout le monde, etc. J'ai eu une certaine éducation. Tout le monde le sait, je proviens d'une famille très très modeste et on n'a peut-être pas eu autant de chance ou de choses que d'autres avaient, et donc on a toujours dû se débrouiller avec les moyens du bord, et j'ai eu une grosse éducation de la part de mon papa, et je lui en garde évidemment énormément de respect, et pour moi, quel que soit le milieu dans lequel vous travaillez, quel que soit les gens avec qui vous travaillez, vous devez toujours leur garder le même respect. En tout cas, ça c'est ma façon de fonctionner. Et le fait d'entraîner en D1, ça ne veut pas dire que vous devez dénigrer certaines personnes, vous devez dénigrer certains moments, parce que tous les moments sont importants, et que on peut se permettre de rire dans le monde professionnel, on peut se permettre de boire un verre dans la limite du respect de tout ce qui vous entoure. Et même si 90% des gens ne pensent pas comme moi, je continuerai à penser de cette manière-là, parce que ce qui est important, c'est d'être soi-même et de s'épanouir par rapport à soi-même et non pas par rapport aux autres. Et si vous essayez de vous épanouir par rapport aux autres, vous n'allez pas vous épanouir. Et donc, le plus important, c'est d'être moi-même. Et quand je suis moi-même, j'ai envie de danser, j'ai envie de temps en temps de chanter. Et si ça ne plaît pas au grand club, c'est pas grave. Felice Mazou, on peut vous voir sur les plateaux de TV. Et alors ça, c'est aussi une nouveauté. On peut également vous entendre à la radio. Sur Vivacité, les enfants de cœur. Ça aussi, c'est nouveau. Comment ça s'est fait, cette aventure ? C'est la 2e fois que... Avec Michael Pachen. C'est ça, c'est la 2e fois que je participe aux enfants de cœur. On m'y a invité et j'essaye de participer à un maximum de choses, même s'il y a des choses que je dois refuser, tout simplement aussi par respect, et pour ne pas qu'on dise que ça y est, Mazou a changé de cap. C'est aussi des moments particuliers, des moments où vous pouvez déconnecter, rigoler et faire autre chose que du foot. Pour terminer cette émission, un petit quiz du tac au tac, c'est avec Vincent Miller. S'il y avait un adversaire que vous pourriez choisir en Coupe d'Europe l'année prochaine, ce serait lequel ? Juventus. Et Juventus, il y a un petit lien aussi avec... Parce que c'est mon club de cœur, parce que toute ma famille habite Turin, parce que tous mes cousins sont supporters de la Juve, parce que c'est noir et blanc, et parce que ce serait un événement extraordinaire quand je me remémore mes 10 ans, mes 12 ans, mes 14 ans, où j'allais en famille voir ma famille à Turin, que
et qu'on allait voir la Juventus, et que c'était quelque chose d'inaccessible, quelque chose d'extraordinaire, d'impossible, de fantastique, le football de Platini, Boniek, tout ça. Voilà, exactement. Ça fait rêver, ça. Ouais, ça faisait rêver. Un club créé en plus le même jour, la même année que l'Union Saint-Gilloise, c'est un beau clin d'œil. Si vous aviez le choix, vous entraîneriez plutôt Barcelone ou le Real Madrid? Barcelone. Pour quelle raison? Tout simplement pour la culture qui a été mise en place dans ce club-là, pour la manière de fonctionner qu'ils ont eu pendant de nombreuses années, à savoir avec, si je ne me trompe pas, avec un minimum de partenariat. Quasiment on dit ça, en autarcie, on veut. Ouais, c'est ça, oui. Et cette manière de fonctionner me plaît énormément pour le football qui a été déployé, pour les titres, pour tout ce qu'ils ont gagné, et surtout pour le contenu et la philosophie et la culture du club. Quel est le coach que vous admirez le plus? Klopp. Et pourquoi? Parce que c'est difficile de donner d'autres noms, même si je n'ai croisé que 3 grands coachs. Quand je dis 3 grands coachs qui ont évidemment gagné la Champions League ou qui ont des titres et des CV extraordinaires, et c'est celui qui m'a le plus marqué parce que c'est celui qui a été le plus respectueux, le plus humble, qui a conversé avec moi, avec qui on a eu des échanges tactiques, qui a été assez positif à mon égard, et j'ai pas envie de lui ressembler parce qu'il a été positif, mais ce sont tous des paramètres qui rentrent en ligne de compte, parce qu'aujourd'hui on voit les résultats qu'il continue à faire. C'est peut-être le seul entraîneur au monde aujourd'hui qui a encore la possibilité de gagner les 4 coupes ou les 4 titres, avec une attitude assez humaine, je pense, et très proche de ses joueurs, et à chaque fois avec des gros résultats. S'il y avait un joueur au monde que vous pourriez ramener à l'Union Saint-Gilloise, ce serait qui? L'attaquant du Real, Benzema. Voilà, Benzema, parce que pour moi c'est aujourd'hui le joueur le plus complet au monde. Il marque, il a l'attitude, il a la mentalité, il s'est décroché pour aider le bloc à remonter, il sait faire des appels en profondeur pour marquer un but, il s'est marqué du pied droit, il s'est marqué du pied gauche, il s'est marqué de la tête, et il sort constamment ces derniers temps son équipe d'un mauvais résultat. La même question, mais avec un joueur belge. Si vous pouviez choisir un joueur belge à ramener à l'Union Saint-Gilloise, ce serait qui? Anthony Maurice. Il est déjà là, mais j'aimerais il est encore pas belge, luxembourgeois. J'aimerais encore. Il est considéré belge fédéralement. Oui, mais il est international luxembourgeois. Ouais, j'aimerais le ramener encore une fois. C'est votre joker. Ouais. Et pour terminer, une petite touche d'amertume. Vous êtes plutôt bière du Pays Noir ou Gueuse Cantillon de Bruxelles? Alors, je suis pas bière du tout. Donc, comme ça, je ne ferai pas de jaloux ou de difficile. Je suis grappa. Donc, je bois rarement de la bière. J'en bois de temps en temps une, grand maximum après un match. Sinon, je ne bois jamais de bière. C'est de la grappa. Et si on souhaite vous offrir une bière namuroise à l'issue de cette émission? Eh bien, je la boirai, bien évidemment, par respect, pour faire plaisir. Felice Matsu, on vous laisse le mot de la fin. Merci. Si vous souhaitiez aborder quelque chose qu'on n'a pas spécialement évoqué dans cette émission, ou même sur une thématique sur laquelle on ne vous interroge jamais, voilà, on vous laisse l'opportunité de clôturer par vous-même. Non, écoutez, je pense que vous avez abordé tous les problèmes. J'espère ne pas être tombé dans tous les pièges. S'il y en avait, mais il y en avait quand même un peu. Non, voilà, j'aimerais tellement dire que dans un mois et demi, qu'on peut réussir en étant, d'après tout ce qui est dit à mon sujet, bien évidemment, qu'on peut réussir en étant trop gentil, en venant d'un monde autre que le monde professionnel du football, en étant humain, et en ne correspondant peut-être pas au profil du haut niveau. Ce serait peut-être bien que je puisse répéter ces 4 phrases dans un mois et demi.
Felice Mazou, encore un tout grand merci d'avoir participé à cet attendant le match très spécial avant le début des playoffs. Merci également à Frédéric Larsimon, à Vincent Miller et à Grégory Baillet. Et évidemment, bonne chance pour ces playoffs qui débutent ce dimanche contre beaucoup. Anderlecht. Merci à vous tous. Au revoir.